Pour commencer ce déplacement du président Jovenel Moïse qui doit laisser la capitale ce samedi à destination de la République de Chine, Taïwan, pour une visite officielle de plusieurs jours, le chef de l'État haïtien devrait profiter de cette visite pour exposer les principales priorités de son administration aux autorités taïwanaises. Entre-temps, des réactions autour de cette question, celle du vice-président de l'Internationale socialiste Victor Benoît, qui estime que le président Jovenel Moïse devrait se tourner de préférence vers la Chine. Selon lui, la coopération avec la Grande Chine pourrait être plus profitable à Haïti. L'ex-ministre des Affaires sociales pense que le président Jovenel Moïse se doit d'expliquer à la population les raisons pour lesquelles il a décidé de renforcer les relations haïtiano-taïwanaises au détriment de celles avec la Chine. Le professeur Victor Benoît. La politique extérieure de l'État, c'est du domaine du président de la République, ainsi que la défense. Et je pense que l'un au chef d'État a fait choix de politique extérieure, il fait pour prendre en compte l'intérêt pays. C'est vrai que Haïti a des relations de type historique depuis environ 60 ans avec Taïwan, ça c'est le fait. Mais l'autre fait, je vous dis, dans le monde, la Chine, qui est la deuxième puissance économique du monde, qui est en passe, peut-être dans les 20 prochaines années, à devenir les États-Unis pas vraiment bien, qui a remplacé les États-Unis comme première puissance économique du monde. Tous les signes, tous les indicateurs, c'est ça à vous montrer. Je vous dis à la Chine populaire, contribuer, pas pour raison sentimentale, mais par intérêt, au développement de plusieurs pays en Afrique. Il investit gros comme. C'est parti comme ce côté au bas, pas en bas, non? Il investit dans des aéroports, dans des routes, dans des chemins de fer, etc., dans les écoles, dans des universités, dans des grandes entreprises à caractère économique également. Moi-même, pense que l'intérêt bien compris d'Haïti, je vous dis, c'est de se tourner vers la Chine populaire. Le président de la République, il fait ce qu'il veut. Maintenant, à charge par lui-même de prouver au peuple haïtien que il y a plus d'intérêt du côté de Taïwan que du côté de la Chine populaire. Mais thèse pas moi-même, ça n'engage que moi-même, ça n'engage pas encore le rassemblement, parce que nous pouvons discuter ça. Mais moi-même, comme intellectuel, comme patriote haïtien, c'est comme ça que je dis. Par exemple, la Chine populaire est membre du Conseil de sécurité, avec droit de veto. Tout choix, c'est pas choix politique seulement, non. Tout choix qu'on fait dans la vie, ça a des conséquences. Faut parier pour supporter les conséquences. Est-ce que ça va pour Haïti? Je n'en sais rien. Je pense que le président espère quelque chose de Taïwan. Beaucoup de gens, faut nous poser problème maintenant. Méthode pour approcher les questions, la méthode comparative. Qui compte nous avons gagné davantage? Parce que l'entendez que la Chine populaire a été disposée, investie par Biden, et de nous construire tout dans le capital, jusqu'à concurrence de 3 milliards de dollars américains. Bon, c'est une belle bagaille. Puisque l'État capital là est là, pas content du tout. Si m'a prêté au pays indépendant, je ne pas venir pour dominer moi, je suis capable, même si l'investissement que j'ai fait, même si m'a pris pour me payer après, mais je suis d'accord pour faire un investissement comme ça, je pense que ce serait une bonne chose. L'ex-ministre des Affaires sociales et du Travail, le professeur Victor Benoît, autour de la visite du président Jovenel Moïse à partir de ce samedi à destination de la République de Chine, Taïwan, une visite officielle au cours de laquelle le président Jovenel Moïse devrait exposer les principales priorités de son administration aux autorités taïwanaises. Plusieurs organisations syndicales et populaires ont organisé hier un sit-in devant les locaux des différents ministères situés à l'avenue Charles Somner pour protester contre la décision du gouvernement de revoir à la hausse à partir du mois de juin les prix de l'essence à la pompe. Ce sit-in avait aussi pour objectif de continuer d'exiger 1000 gourdes comme salaire de base au profit des ouvriers de la sous-traitance. Les responsables de ces organisations en appellent à la mobilisation générale en vue de contraindre le gouvernement à assumer ses responsabilités envers la population. Suivez un extrait de ce sit-in suivi des déclarations de quelques participants. C'est une lutte générale, c'est une lutte organisée, côté il y a plusieurs organisations qui ne sont pas d'accord avec des déroulements société. Une société qui a une justice la donne, une société côté qui pouvoir en place là, a éclaté misère, sous dos nous-mêmes comme peuple. Nous venons organiser ce ça, c'est pour nous faire solidarité avec tout ouvrier, pour nous demander 1000 gouttes
comme ça les de base pour eux. Nous venons organiser système ça pour nous dire nous pas d'accord avec grand goût, misère, chômage, qui a crasé nous dans le quartier populaire. Nous venons organiser système ça, c'est pour nous dire bataille là doit continuer contre Banque mondiale, contre FMI qui a mis équipé nous situation qui est plus difficile pour nous capoter plus rapide quand on veut monter gaz là. Nous venons dire non avec question monter gaz là. Il est nécessaire pour que toute organisation qui comprenne, je vais comme tu es mobiliser la rue pour éviter d'appliquer des institutions criminelles monter gaz là sur la population. Nous l'avons dit que tout raqueteur volant qui gagne comme Petro-Caraïbes dans meilleur, comme de couillot, la justice de couillot. Nous dit pour il pas question que pays a tout conseil gouverné par un bon monde qui vient plein poche plein poche zambio au détriment de pays. Nous dit population leur est en mobilisation, c'est lever camper pas enterrer nous tout vivant. Question privatisation avec CTA, yo que du week-end là, qui travaille pour un clic dans le secteur privé pour privatiser avec CTA. Nous venons là nous dire nous pas d'accord privatisation. Nous venons là nous dire vous regardez l'université qui est crasé, faut que la justice faut arrêter l'iblo. Nous venons là nous dire que c'est le minimum non, faut qu'il passe à 1000 gouttes. Normalement, après parler de avec plusieurs monde en l'État, non seulement yo député qui est l'équipe proche pouvoir, et des journalistes de renom, des Paul Loulou qui c'est conseiller président dans la question syndicat, yo témoin de nous pour nous défendre trêve, mais nous demandons d'abord pour nous garantir que 1030 personnes ne va pas provoquer. Député va nous garantir que pas de monde qui a provoqué, et Paul Loulou va nous garantir pas de monde qui a provoqué. Au contraire, pour communiquer le ministère des Finances pour sortir là, pour dire employés, nous mettons au travail, pas rien qui va comme révocation qui a arrivé. En attendant, nous faisons trêve là pour une semaine, mais nous continuons avec le processus de dialogue jusqu'à ce que nous déchouquons le public dans cette commission. L'agronome Jean-André Victor du Mopod s'oppose catégoriquement à toute idée d'augmenter les prix des produits pétroliers, invoquant les éventuelles conséquences d'une telle mesure sur les conditions de vie de la population qui sont déjà extrêmement précaires. Les déclarations de l'agronome Jean-André Victor au micro de Jean-Christian le Prophète. Bien peu parole entendez qui très sensé dans ce sens. Et Mabdo par exemple, le moun dit gain l'autre côté pour le gouvernement d'aller chercher l'argent, c'est vrai. Ça veut dire que n'est pas logique côté que ou gain une situation ou besoin augmenter les recettes et puis pendant besoin augmenter les recettes pour gaspiller l'argent, pour quitter l'argent passer faire n'importe où dans contrebande, dans franchise, dans mauvaise gouvernance. Donc trois côtés ça c'est des secteurs côté que le gouvernement, s'il utilise ou bien, va augmenter au prix sans que le pas de problème. Et Gomba est notamment souligné et il y a une pile manœuvre qu'a faite pour mettre ça sous le dos et Fonds monétaire international. C'est vrai, Fonds monétaire international prend en pile mesure impopulaire dans le monde qui cause quelqu'un mauvaise renommée. Mais ça, pour la population en songe tout, c'est que sous Paris, les fonds viennent la carreau, il n'y a pas qu'à venir. Donc, c'est parce que nous avons un problème. Nous avons besoin de l'argent frais. Nous avons besoin que l'autre organisation internationale financée et budget nous appui budgétaire financer l'autre programme et intervention Fonds monétaire international, c'est une condition préalable pour joindre l'autre financement. Donc c'est dans le cadre de ça, Fonds monétaire là, et on est capable de l'argent, ou bien capable de joindre l'argent. Et l'autre côté, première logique là, l'abdo, augmenter les recettes ou diminuer les dépenses. Son bail tout le monde comprendre. Parce que sinon, pas de gens qui rembourser l'argent à prêter, ou pas de gens qui fait changement tout côté à faire. Donc, il faut une économie qui a marché, côté que recettes va augmenter, et puis dépenses a diminuer. Si vous voulez faire plus de dépenses, il faut gagner plus de recettes. Donc, à ce moment-là, c'est ça, moi, comprendre dans sa demandé. Et là, et pour répondre à la question, ça, il faut aller chercher l'argent, de tous côtés, c'est pas dans le gaz là précisément. Et il y a un bagage, nous toujours dit pour carburant. Nous donnons l'autre argument qui dit que c'est secteur riche là, secteur aisé qui a bénéficié de l'augmentation carburant. Et si vous ne pouvez pas faire comme ça, il y a un exemple qui fait l'autre côté. L'autre côté, ça vous fait. Eh bien, vous avez un jour particulier pour tel numéro plaque et à le faire gaz. Si vous voulez faciliter tap-tap, faciliter transport public là, eh bien, tout gain numéro plaque par eux, eh bien, moun sa yo, ou organiser
distribution en façon que yo même préparé pour augmenter. Et si vous voulez augmenter prix pour secteur aisé ou capable, mais fait plongaïa fait que c'est ni malheureux, ni pauvre, ni riche, c'est eux tous qui n'ont seul panier. Et à ce moment-là, les gens qui sont victimes, c'est les gens qui sont pauvres. Donc, dans ce sens, et mesure mal pensé si apprendre pour faire plongailler, mais nous comprenons que il y a l'autre côté tout pour aller chercher l'argent de manière que pour faire économie en marché. L'agronome Jean-André Victor, coordonnateur du MOPOD. Le sénateur Yuri Latortue se dit défavorable à l'augmentation des prix de l'essence à la pompe, mettant en avant les conditions économiques difficiles de la population pour justifier sa position. Il invite l'exécutif à trouver d'autres sources de financement pour pouvoir exécuter ses projets et programmes sociaux, suggérant notamment de revoir la question des franchises qui, selon lui, génère un manque à gagner de près de 8 milliards de gourdes pour l'État. Le sénateur Yuri Latortue. Question de augmenter gaz parce que l'État en déficit. Mais nous avons 14 milliards de gouttes qui ont dans le budget à payer comme ça. Oui, que monsieur volé. Si vous regardez bien dans le dossier, ça, et pas seulement, nous en Haïti, nous volé dans comme là. Nous Venezuela volé là-dedans. Si que comme ça, nous te consacré plutôt à question de production, plutôt à employer pour nous payer professeurs, au lieu que nous dit que nous payé des avels. Si que nous te mettons l'administration, nous te dit que nous allons chercher comme ça pour que nous payions Venezuela avec comme ça que nous volé, m'assure que je dis nous avons pression ça pour augmenter gaz là. Nous avons déficit ça. Tout côté que nous avons dit nous manquer comme gaz là monter, nous avons subventionné, nous avons moyen pour nous kembe jusqu'à septembre. Moi je pense que la situation économique pays pas permettre le gouvernement prendre un série de décisions. Ou pas de circulation monétaire, ou gagner en diminution de business, de roulement dans le pays. Tout le monde senti ça. Il y a un pile prix qui a monté. Je dis à moi que par rapport à la situation ça, le gouvernement doit choisir d'autres sources. Par exemple, nous avons parlé de Petro-Caribéen. Ça sont bagages que le gouvernement a raté. Puis bonheur, je dis à nous dans cette côté nous avons rentré comme qui dehors. Mais m'a bail gouvernement en source de fonds que l'ICA la donne et l'ICA joindre quoi qui permettre d'équilibrer budget au lieu que ces populations qu'elle paye ça. Il y a la question des franchises. Année ça nous payer 10 milliards. On va faire un rapport sur ça. Mais là nous garder question franchise là n'a pas que franchise vraiment qui obligatoire là, c'est franchise par convention, franchise diplomatique, la question de réciprocité, c'est ça qui a évalué peut-être en 2 milliards. Il y a 8 milliards que l'État te baille parce que le te dit la baille emploi. Je dis à pas d'emploi. Donc l'État a dû faire mon yo payer pour marchander retirer question. Là on te dit yo bail entreprise yo franchise c'est pour entreprise c'est ka venir. Bon entreprise yo pas venir. Et entreprise là chaque coup fin gain 15 ans, il changer nom pour ka reprendre franchise là. Si l'État rentre 8 milliards ça, dans l'État besoin 7 milliards. Au contraire l'État besoin 1 milliard en plus. Moi bail référence au ministère des Finances qui te dit c'est 10 milliards que l'État dépense dans franchise. Il y a 2 milliards qui est obligatoire franchise diplomatique yo. Mais reste là l'État qui prend comme ça, fait entreprise yo payer et permettre que combler déficit pour que à d'ici octobre l'État reviser moi qu'a dit politique et budgétaire, li regarder question dette là, li faire rentrer comme Petro-Caribéen et li permettre que comme dette là yo utiliser dans la production nationale. Ministre communication dernièrement Guilherme Sedelva fait connaître que gaz a monté sur marché international là. Il est plus facile si gouvernement était descendre des deals l'année dernière. L'ol monter l'ol descendre. Bon le descendre gouvernement va faire l'ol monter pas accepter. Le gouvernement vient un déficit de crédibilité. C'est pour qu'on y a gouvernement résoudre question ça à chercher l'autre corps. À partir d'octobre, il dit bon, écoutez, s'il baisse m'a baissé, s'il monte n'a monté, tout n'a pas crédible. Laisse ça même s'il monte, tout n'a d'accord. S'il a le baissé on va faire, pas un qui va l'accepter pour le monter, le monter. Moi regrette ça puisque son décret lié, mais quand même le fait que eh bien la loi là vient un manque de confiance ou après elle a difficilement passé. La Banque centrale annonce la vente de 100 millions de dollars américains pour le reste de l'exercice fiscal en cours dans le cadre des mesures visant à améliorer l'offre de devises sur le marché local d'échange. La BRH annonce également une extension de maturité des obligations BRH allant jusqu'à 364 jours. Elle invite en conséquence le public à acquérir à travers les banques, les caisses populaires fédérées, le Levier et la Société de promotion de l'investissement Profin, les obligations BRH 91 jours, 182 jours et 364 jours rémunérées à des taux respectifs de 7%, 7,25% et 7,50% l'an, augmenté de la variation du taux de change sur la période de détention. Il faut dire que malgré la décision de dédollariser les transactions
transactions commerciales dans l'économie adoptée il y a tantôt 2 mois et demi, la monnaie nationale poursuit sa dépréciation. Il faut aujourd'hui 67 gourdes en moyenne pour $1 contre 65 avant l'adoption de cette disposition. Autre information à ce journal, le coordonnateur du GRE, Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, dans le Nord, Jean-Rony Calixte, dénonce le silence complice des autorités judiciaires du Cap-Haïtien sur les incidents survenus le 28 avril dernier à Café Trio qui ont coûté la vie au journaliste culturel Jacques-Pierre Dubois et fait une dizaine de blessés. Monsieur Calixte réclame justice et réparation en faveur de la famille, du défunt et des autres victimes. En ligne, Jean-Roux Paul. Coordonnateur Grand Rassemblement pour évolution haïtienne dans le département Nord dénonçait silence complice l'idi autorité dans deuxième ville pays a fait sous acte Café Trio dans date 28 avril passé. Jean-Rony Calixte a fait pression pour dire pas possible presque un mois après depuis attaque ça t'est faite avec gaz lacrymogène qui la cause journaliste culturel Jacques-Pierre Dubois perdu la ville avec plus passion dizaine l'autre monde t'est blessé parmi eux des non état qui grave et puis juste journée jeudi pour la justice avec la police pas qu'on joue qui en bas code yon nan suspect yo d'après homme politique là. Jean-Rony Calixte c'est coordonnateur Nord Gré. Les jeunes femmes jeunes garçons te réunis pour chercher connaître qui vrai motif qui fait jodi à payer à pauvre ça et des honorable c'est avec devine expliquer aussi le fait que un groupe ça c'est qui kembe pays qui déchire pays avec plus que 3,8 milliards de dollars américains yo manger sur l'argent plutôt caribé et jusqu'à jodi a moun mourir dans ça dans moun raché moun blessé jodi a jusqu'à date que moun qui sou ka bon l'hôpital mais jusqu'à présent la justice pour qu'on jamais prononcer pour dire mais qui voit moun qui est complice dans là mais ça nous pas ignorer c'est que clameur public dit que yo te ouais chauffeur délégué départemental là yo te ouais boîte droite délégué départemental là jusqu'à présent qui gagne en suspicion parce que comment vous imaginez depuis lors pas de monde qui ouais monsieur ça à travers ville du Cap-Haïtien pour ne pas dire à travers tout pays donc moi crois que je dis comme responsable politique nous pas ta peut-être dans bouche nous pour nous pas demander justice et réparation pour la famille Jacques Dubois pour nous pas demander justice et réparation pour la société capoise. En tout cas, chef poursuite juridiction Cap-Haïtien, M. Ferné Charles Saint-Just, te précisé ça gagne plus patience semaine dossier à transférer dans le cabinet d'instruction depuis demi passé à poursuite légale. Jean-Roux Paul Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci Jean-Roux Paul. Les réactions ne se sont pas fait attendre suite à la publication de l'arrêté de la mairie de Port-au-Prince relative à la gestion des déchets à la capitale haïtienne. Si certains Port-au-Prinsiens accueillent favorablement cette mesure, d'autres estiment que la question a été mal abordée par les autorités municipales. Diego Scholl. Cette mesure prise par la mairie de Port-au-Prince est excellente dans la mesure où elle permettra de garder la ville propre et favorisera une meilleure gestion des déchets solides, se réjouissent certains Port-au-Prinsiens. Ils saluent ainsi la volonté des autorités municipales de la capitale de résoudre ce problème qui a de graves conséquences notamment sur l'environnement. De plus, il provoque de sérieux problèmes sanitaires à leur avis. Belle décision pour gérer vivre fatam. Mais on regarde les ghettos ouvriers, pas jamais fait malgré la baille comme ghetto pas jamais nettoyer mais ils bien prendre décision. Ils bien prendre pour pas signer fatam dans la rue avec moi même là ma bouette moi là marcher tout ghetto poubelle moi là. Ils ont bonne décision liée mais l'état haïtien pas kembe décision même ta souhaité au kembe ramasser fatam plus souvent et pas les qu'il fatam monter mais c'est tout. Mais d'autres compatriotes se montrent plutôt dubitatifs. Selon eux, l'administration communale de Port-au-Prince aura du mal à faire appliquer cette mesure. C'est le cas notamment de ce citoyen qui pense que l'application ou pas de l'arrêté dépend principalement de la volonté politique des autorités municipales. Il n'y a pas premier Maïssa qui prend ça. Maïssa, quand on prend une décision, ça ne jamais. On n'y va jamais marcher. Pour les résultats, c'est toujours Yuri qui est responsable. Si Yuri a équipe qui a voulu, décision respectée, l'a respectée. Depuis Yuri pas voulu, il pas respecté. Il te font gros bagaille, il te Jean Massa, toute équipe, il te font gros slogan Jean Massa. Pour qui ça va continuer? Un autre groupe de citoyens estime de leur côté que le maire Ralph Yuri Chevry a mis la charrue avant les buts. Selon eux, M. Chevry n'a pas pris les dispositions préliminaires nécessaires avant d'interdire aux membres de la population d'empiler des ordures sur la voie publique. Il va même occuper avec arrêter ça même parce qu'il y a toujours des fatras dans le méro pour jeter dans la rue. Premier bagage qui t'a pour faire là, c'est mettre poubelle. Deuxième bagage là, t'as venu arrêter. Mettez poubelle dans la rue parce qu'on peut côté des poubelles, il y a toujours jeter fatras. Bon poubelle là, mais pas dans poubelle. Alors problème dans les publics que mettez poubelle seulement, mais faut montrer pour jeter fatras dans poubelle et l'idée commence à la base avec petit monde.
c'est faire éducation moun yo, faire des sports, renseigner moun yo sur propreté, sur l'éducation civique pour gagner certaines valeurs. Rencontré au Champ-de-Mars, Rodrigue Pierre, un des chefs d'équipe du service de la voirie de la mairie de la capitale, a admis que l'administration communale est consciente de ses failles. Des dispositions ont déjà été prises en ce sens, alors que d'autres sont à l'étude, a-t-il indiqué. Le programme l'école a commencé depuis des mois. Moi, mon côté de ça, c'est actuellement c'est l'école c'est accompagné dans la rue à Cap-Bali, mais là, le collège canapé vert, l'emboudon. Il est vrai que monsieur a dit pas de poubelle, faut pas de mise en place qui fait. Moi, d'accord avec ça problème posé déjà au niveau de la mairie. Donc, le programme il est en cours, il est vrai qu'il y a une faille là-dedans, mais il a corrigé très bientôt. Certains membres de la population reprochent à la mairie de la capitale de n'avoir pas fait appliquer durablement certaines mesures administratives qu'elle avait prises. Ils évoquent notamment l'instruction qui a été faite aux commerçants de libérer les trottoirs car leurs activités nuisent à la circulation et représentent un danger pour eux-mêmes. Si les résultats étaient plausibles au cours des premières semaines, cette disposition n'est plus respectée. Diego Charles. Merci Diego Scholl. Le professeur Tony Cherilus salue l'initiative de la mairie de Port-au-Prince relative à la gestion des déchets solides. Cependant, il estime que cette question ne pourra être résolue sans une véritable campagne de sensibilisation de la population. Le spécialiste en changement climatique, Tony Cherilus, a tenu ses propos à l'occasion de l'activité mensuelle de la POHDH baptisée les vendredis de la plateforme. L'édition de ce vendredi s'est déroulée autour du thème période cyclonique, changement climatique et vulnérabilité d'Haïti en matière environnementale. Haïti devient de plus en plus vulnérable et est exposé à des risques majeurs à cause des effets du changement climatique, a noté Tony Cherilus, appelant les autorités nationales à assumer leurs responsabilités. Il précise que de 2004 à nos jours, les cyclones ayant frappé Haïti ont causé des pertes évaluées à quelques 12 milliards de dollars. Tony Cherilus répond à Dominique Jean-Baptiste. L'environnement haïtien par rapport à certaines populations, il vient beaucoup plus vulnérable. Toutes données que nous remarquons, nous venons rendre compte que question changement climatique là, il vient faire que extrême climatique, que ce soit cyclone, inondation, tempête, ouragan, ils viennent beaucoup plus fréquentes en Haïti. Ils sont freins au développement. Et je ne dis pas qu'il y a aucune stratégie qu'on a pensé en dehors du changement climatique. Donc ils viennent plus fréquentes et puis ils viennent plus violents. Comportement population t'a supposé gagner et qui disposition l'État lui-même t'a supposé prendre par rapport avec question ça. Pour bien monde qui garant pour t'a essayer faire au niveau de signalement c'est à l'État. Et nous demandons que pour monde qui essayer agir beaucoup plus rapide. Nous demandons un peu de vigilance au niveau de population, mais nous demandons tout l'État pour beaucoup plus garant au niveau de signalement pas gain assainissement fait. Et là nous on a plus gros bidonville que nous gagnons dans la métropolitaine qui c'est Cité Soleil. Donc nous rendons compte d'un pile dégâts qui fait. La question des changements climatiques qui font pile mort, pile dégâts au niveau de perte de capitaux population haïtienne. De 2004 à journée jeudi, dernier c'est Mathieu qui fait environ 12 milliards de dollars comme perte. D'accord, mais est-ce que monsieur mairie Port-au-Prince est approprié? Il y a un monde qui jette fatra, la paie 10 000 gouttes si c'est une institution ou bien une entreprise la paie 50 000 gouttes. Est-ce que les approprié par le fait que avant pas des mesures qui prend pour mettre des côtés pour nous jeter fatra, donc nous pas identifier. Bon c'est ça grand pile enjeu là-dedans. Il y a des éléments vraiment coercitifs pour aider la population bon côté par là à avoir des bons comportements, mais lui poser des problèmes tout le plus souvent leur population que ou pas passer avec la sensibilisation. Ça a toujours montré un pile échec qui gagne un pile programme que je ne dis à laisser pression qu'on fait sur la population pour l'agir, il pas agir. Justement, mais sauf yo pas mettre des lieux, justement nous connaissons pas parce qu'il y a un pile zone qui vraiment coincé des bidonvilles, mais yo pas indiqué des lieux pour que yo déposer fatal que y a généré. C'est ça que moi dis non, c'est agir. Et ça me dit c'est pour agir beaucoup plus de souplesse parce que si on n'a pas aucune alternative, donc on pas qu'à ballon pression comme ça. Le président de la commission agriculture de la Chambre basse, Samuel d'Haïti, dit apporter son plein soutien à toute démarche visant à dédommager les planteurs de la vallée de l'Artibonite victimes de la semence de riz Jasmine 85 distribuée par la NATCOM. L'élu de Semark qui avait demandé que l'action publique soit mise en mouvement contre le directeur général de la compagnie téléphonie mobile dénonce la passivité du commissaire du gouvernement de la capitale dans ce dossier. Nous l'écoutons. Donc c'est dans le niveau ça que nous parlons, producteurs arrivés pour que l'État prenne responsabilité li avec la NATCOM pour dire qui ça est capable d'aider planter au fait, campagne qui va lancer, comment que est capable d'accompagner les producteurs
pour que Emi est capable de récompenser perte là. Moi j'ai dit ça dernièrement dans la radio, me dit faut pas quitter ces planteurs cal des justice pour tête. Laisse ça la fatale pour le gouvernement, la fatale aussi pour Nacom. En tant que petit paysan, petit producteur, on a toujours accompagné dans toute sa décision qu'il prend pour que jouer accompagnement qu'il a cherché ou bien dédommagement qu'il a cherché. Moi-même, parle avec mon chercheur, il dit bon, s'il y a une semence pour tester dans le pays, il ne doit pas dépasser 200 grammes. Pendant ce temps, nous gardons, nous distribuons 3 tonnes. Donc, malgré des incidents grammes sous variété, ce n'est pas illégal qu'a fait seulement. Je dis, ou regarder dans la zone Léogane, 90% coco est presque perdu. Ou mettre à chose, ou variété coco est rentré dans le pays qui, en quelque sorte, vient avec maladie et qui a une maladie avec variété locale. Que nous demandons que ce soit le ministre de l'Agriculture, que ce soit aussi les autorités étatiques, nous demandons de freiner des zones là. C'est que moi obligé à accompagner le producteur dans tout ça qu'il a fait. Parce que je parle dans l'État 3 mois, quelques jours, depuis ma goumé pour que ma dit bagala, je dire. Jeudi, hier, là, fait 15 jours depuis que 2 Vietnamiens sont dans la salle de corruption pour rencontrer avec eux. Ils n'ont pas arrêté le coup y aller. Moi, je dis, on vient faire tentative de corruption sur eux. Pas jamais une note qui sont aussi au niveau de l'entreprise d'accord pour dire non, c'est pas ça, on te dit ça. Ils n'ont pas jamais écrit, pas oublié. Il y a un proverbe qui dit, qui ne dit rien qu'on sent. Donc, ils ont accepté que samedi, on fait ça. Donc, moi, je pense que le commissaire du gouvernement, il a assez d'éléments dans même pour que il mette action publique en mouvement. Mais pas oublier tout, non? Est-ce que l'État, il ne s'est pas consenti désastre à tout? Est-ce que l'État, il ne s'est pas dans le désastre là? Notre production du riz dans la vallée de la Tibonite et la production du riz dans ce pays, parce que le 40%, est-ce que toute action n'a pas causé, il pas mais l'État, il se la donne? C'est ça qu'on y a, nous avons cherché qu'on est 3 mois et demi, jusqu'à présent, l'État a chité à son. La suite du journal, toutes les dispositions sont prises en vue du bon déroulement des examens d'État, selon ce qu'a fait savoir le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Meuniol Jeune lors d'une conférence de presse hier. Ces examens débuteront à partir du 11 juin pour prendre fin le 4 août prochain. Suivez ce compte rendu. Ce sont au total 227 858 candidats qui participeront aux épreuves de la 9e année fondamentale sur toute l'étendue du territoire national du 11 au 13 juin prochain. Quant aux examens pour les écoles normales d'instituteurs et des centres d'éducation familiale, ils prendront fin le 15 juin 2018, a informé le directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Les épreuves du bac unique et celles pour les recalés se tiendront du 25 au 28 juin, alors que les candidats en formation technique et professionnelle composeront du 29 juillet au 4 août 2018, a poursuivi Meuniol Jeune. Pour 9e année fondamentale, nous gagnons un total de 227 858 candidats qui vont participer dans l'examen. Pour la DFP, nous gagnons un total de 2172 candidats qui vont participer dans l'examen. Pour la CEF, Centre d'éducation familiale, nous gagnons un total de 424 candidats qui vont participer dans l'examen. En ce qui concerne les consignes, elles restent inchangées. Le port de l'uniforme est obligatoire et il est interdit d'utiliser des téléphones portables pendant le déroulement des épreuves, a souligné le DG du MNFP. Selon Meuniol Jeune, cette mesure s'étend également aux surveillants et aux superviseurs. Tout contrevenant à cette mesure sera sanctionné, a-t-il précisé. C'est seulement mon qui a responsabilité dans ce examen qui a droit, qui a accès à dire, ni élèves, ni surveillants, ni superviseurs, ils n'ont pas de droit pour le porter téléphone. Pour sa part, le directeur du Bureau national des examens d'État a donné la garantie que les fiches permettant aux candidats de la 9e année fondamentale d'avoir accès au centre d'examen sont prêtes. Selon Renan Michel, l'horaire des examens est ainsi défini. Lundi matin, 11 juin 2018, à 9h, la composée dans la communication française et à 1h de l'après-midi, la présence expérimentale. Mardi 12 juin, il y a 3 examens. La communication créole de 8h à 10h, sciences sociales de 11h à 1h et anglais de 2h à 4h. Et en mercredi 13 juin, la bien 2 examens, mathématiques que la fait de 8h à 11h et espagnol de 1h à 3h. À ça, ni anglais, ni espagnol
espagnol, yo obligatoire dans l'examen de deuxième année. Certains textes d'examen seront présentés en français et d'autres en créole, a fait savoir la directrice de l'enseignement fondamental. Selon Nadine Henry, cette mesure vise à faciliter la tâche aux candidats. Il y a 3 matières, par exemple, sciences expérimentales, sciences sociales, mathématiques, il y a présenté aussi bien en français qu'en créole. Donc, si nous conseillons le prend langue ni pi à l'aise là-dedans. Comme ça, résultat a pi élevé, parce que la pi à l'aise, la pi comprendre ça au mandel. Seuls les professionnels dans le domaine éducatif seront habilités à prendre part à la surveillance et à la supervision des examens, a informé le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Meniol Jeune. Marie-André Bélange, Vision 2000. Le Centre d'éducation et d'intervention sociale publie les résultats du concours de dissertation historique organisé le 12 mai dernier au niveau des différents chefs-lieux des 10 départements géographiques du pays autour du thème « Mon drapeau, mon pays ». Les 6 lauréats devraient recevoir leur prime, notamment des laptops et ouvrages, lors d'une cérémonie prévue aujourd'hui au lycée Alexandre Pétion, informe le coordonnateur du Centre d'éducation et d'intervention sociale, le professeur Augustin Antoine. Ces précisions au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. C'est un concours de dissertation historique qui a pour principal but permettre que élèves du secondaire, 3e seconde ou secondaire 1, secondaire 2, ou rétofilo, mettez en relief talent que vous gagnez en matière de connaissances historiques et en matière de dissertation historique. Et finalité, c'est replacer discipline histoire dans le dispositif de formation dans le pays, parce que nous avons l'histoire en déclin, et puis encourager les jeunes pour venir historiens, pour accaparer de toute connaissance que vous avez dans le domaine, et puis enfin permettre de gagner des prix intéressants pour des élèves qui ont fait effort. Oui, est-ce que il y a un thème nous t'es retenu pour le concours ça? Oui, c'était mon drapeau, mon pays. L'idée qui des thèmes ça, c'est permettre élèves, l'école, bâtir une identité autour du drapeau, parce que nous partons de l'idée que le drapeau a son ciment, son symbole d'union et d'unité, et là, autour de drapeau, c'est mieux qu'à construire l'identité, dans ce sens que appartenir à une communauté, à un pays, et que, comme le veut la dimension patriotique du drapeau, il faut bataille, il faut lutter pour protéger et sauvegarder le pays ça. Concours a déroulé son concours national dans 10 départements géographiques pays. Ensuite, nous répertorions pour l'instant une centaine d'écoles de les 10 départements géographiques du pays, ou un millier de participants. Donc, réalisation concours a faite avec les agents régionaux du ministère de l'Éducation nationale, directeurs départementaux, inspecteurs, coordonnateurs régionaux, coordonnateurs de district, CEO, qui, à l'échelle du département ou des communes qui réalisaient concours pour nous. Concours a été fait dans le mois de mai, le 12 mai écoulé, dans le contexte célébration 215e anniversaire création de drapeau national. Qui est-ce qui sorti lauréat dans le concours ça? Son concours qui bat un peu de surprise parce que bon, pour catégorie A, élèves du secondaire 1 et 2 ou 3e seconde traditionnelle là, nous avons Dorissan Zaïd Kevin qui sorti dans le collège frère Odile Joseph qui dans le sud, ou gain Bataille Diouf Louis Gérald qui sorti également dans le collège Odile Joseph, yo tous les deux dans le secondaire 1, donc dans 3e, et puis ou gain dimanche Mine Deirika qui sorti dans le collège Saint-Jean-Baptiste de Miragouane qui dans le secondaire 2, dans le département d'Eni. Et puis pour la catégorie B, ou gain d'abord Edmond Samarli qui sorti dans l'institution Saint-François d'Assise de Grand-Goave qui dans le secondaire 3, donc son les Ritoa, qui c'est première lauréate. Deuxième lauréate là, ou gain Jean Valencia qui sorti dans l'institution de Bon Pasteur de Marbial dans le sud-est. Et troisième lauréate là, c'est Joseph Géraldna, sorti collège Marianne, qui dans philo, qui dans Port-au-Prince. C'est troisième lauréat. Mais pour encourager les jeunes pour aller de l'avant dans le concours, nous baillons les meilleures performances au niveau des départements. C'est-à-dire, moun qui fait meilleure note après lauréats nationaux, nous baillons prime d'encouragement. Qui prime nous pour lauréats? Lauréats nationaux gagnent d'abord un laptop neuf, et chaque premier, deuxième, troisième pour première catégorie, premier, deuxième, troisième pour deuxième catégorie. Plus, ils ont gagné catégorie B, catégorie A. Première gagne 30 000 gouttes, deuxième gagne 20 000 gouttes,
gouttes, plus troisième gagne 10 000 gouttes. Et pour gagner, catégorie BA, première gagne 40 000 gouttes, deuxième gagne 30 000 gouttes, troisième gagne 20 000 gouttes. Plus, comme pour ouvrage d'auteurs haïtiens qui abordent des questions, des thématiques comme la citoyenneté, le drapeau, le civisme, le patriotisme. Nous avons pris ça, plus un certificat honneur mérite. Nous-mêmes, organisateurs, comment nous voyons participation, élèves, est-ce que nous satisfaits de performance ou pas? Nous satisfaits de performance là, et même élèves qui parlent nous satisfaits. La faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti a organisé hier vendredi la 4e édition de sa journée scientifique autour du thème Développement durable en Haïti, enjeux et perspectives. Conférences, débats, expositions d'œuvres scientifiques, entre autres, ont agrémenté cette journée. Selon le doyen de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'UEH, le professeur Jocelyn Louissin, cette initiative vise à valoriser la recherche agricole en Haïti. Pour sa part, le coordonnateur de la commission chargée des activités, Revensley Auguste, cette journée constitue un espace qui facilitera aux étudiants de présenter leurs travaux de recherche. Écoutez leur déclaration au micro de Jean-Christophe Prophète. Développement durable en Haïti, enjeux et perspectives. C'est un sujet lourd, un thème lourd qui mérite vraiment une bonne compréhension de la part de ceux qui vont participer à cette journée. Pourquoi? C'est pour poser des interrogations correctes et aussi pour voir comment, au niveau de la formation donnée à la faculté et aussi au niveau des interventions dans le pays, que ce soit à travers l'État ou bien des organisations nationales ou internationales, comment est-ce qu'on peut vraiment faire des choix, bien entendu, et des choix difficiles pour que le développement du pays soit réellement durable. Voilà pourquoi je tiens à présenter toutes mes félicitations aux étudiants de la faculté qui continuent vraiment, qui ont pris l'initiative, qui décident d'y travailler de manière à ce que des jeunes qui souhaitent devenir ingénieurs agronomes, des jeunes qui souhaitent travailler dans le secteur agricole puissent être bien imbus des méthodes et des aspects à prendre en compte de manière à ce que le développement du pays soit vraiment un développement qui entaché vraiment d'une durabilité correcte. Je vous souhaite, disons, une bonne journée scientifique et je vous invite à faire les échanges entre vous et avec tous les participants. Depuis 2012, nous avons commencé cette initiative, mais malheureusement, nous avons observé une pause pendant 2 années. Mais maintenant, nous sommes à notre 4e édition de cette grande manifestation scientifique. Cette manifestation est organisée en vue de réfléchir sur les différents problèmes du pays et également pour permettre aux étudiants de la faculté d'agronomie de présenter la formation hors pair qu'ils reçoivent et d'une manière générale pour faire la promotion de la recherche scientifique. L'université a pour mission de former, et de faire la recherche scientifique et de la vulgariser. La faculté d'agronomie, c'est dans ce même ordre d'idée qu'il organise cet événement chaque année. Cette année, nous trouvons l'obligation ou encore la nécessité de réfléchir sur un problème, non seulement un problème, mais un concept assez important pour Haïti qui est le développement durable. Les responsables de l'université INUCA ont organisé hier vendredi une journée porte ouverte à l'intention des élèves de philo issus d'une 50aine d'établissements scolaires de la capitale. Des conférences débats ont eu lieu au cours de cette journée qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités marquant les 30 ans d'existence de l'INUCA, selon ce qu'a fait savoir le recteur de l'université, le professeur Anténor Gabo. Ses déclarations au micro de Jean Prophète. Je dis là, c'est activité annuelle, ils sont portes et ouvertes n'a fait au grand public. Et portes ouvertes n'a fait au grand public là, c'est surtout pour élèves et philo élèves philo qui finit avec cours secondaire, formation secondaire maintenant qui pour rentrer dans l'université. Donc nous voulons que élèves philo, avec le public là, bah, information sur activité de formation que l'université a gagné, activité de recherche, activité
d'innovation et activités de développement durable que nous faisons là dans l'université à Potéguin, connaissance de toute activité sérieuse que nous faisons là dans l'université INUCA. C'est peut-être ça que nous faisons, journée porte ouverte ça. Mais maintenant, et la philo ça, qui côté au soutien, qui différente l'école? Bon, nous avons une invitation à plus d'une cinquantaine de collèges. Les écoles congréganistes, c'est-à-dire que l'école Meyo et l'école Freyo, et puis les collèges secondaires, par exemple, et même les lycées autour. Nous avons invité les philo lycées. Et puis ensuite, plusieurs collèges très connus dans la zone métropolitaine, nous avons invité pour élèves de venir et participer à la porte ouverte là. Maintenant, pendant la journée, qui ça nous fait? Est-ce qu'il y a des conférences débat, il y a des thèmes qui dans ce débat, ou est-ce qu'il y a des expositions, des activités scientifiques, qui ça exactement? Donc pendant la journée, nous gagnons plusieurs conférences, débats qui sont organisées, parce que normalement, surtout les recteurs et les directeurs, parce que nous avons 4 facultés universitaires, faculté de génie et nouvelles technologies, faculté des sciences administratives et faculté des sciences sociales humaines, faculté des sciences religieuses et de l'éducation. Donc maintenant, nous sommes doyens faire conférence et puis nous avons directeur tout de 2 instituts, de la recherche scientifique, de l'innovation du développement et du développement, de l'innovation du développement, et puis nous avons institut des hautes études économiques et sociales. Donc normalement, il y a une conférence cap fait, et puis ensuite nous présenter tout au grand public les innovations réalisées par les étudiants de l'établissement. C'est-à-dire que maintenant, élèves philo, il y a point que étudiants INUCA, innovation scientifique et technologique que étudiants INUCA fait. Et maintenant, nous avons une structure que nous mettons sous pied, qui est dans un pavillon au centre-ville, dans la zone église Sacrée de toujours. Et puis maintenant, les innovations scientifiques réalisées par nos étudiants, nous transformer en entreprise pour permettre créer propre emploi et pour eux, et puis ensuite pour bail l'autre monde travail. Nous dit que nous faisons journée porte ouverte ça en occasion 30 l'année nous. Oui, c'est ça. Qui date exactement que nous faisons? Bon, maintenant célébration officielle 30 années après le mois d'octobre. Le 19 octobre, nous comptons organiser célébration 30 ans d'existence de l'université INUCA. À l'occasion de la fête des mères, la mairie de Tabar organise pendant 4 jours des cliniques mobiles à l'intention des femmes. Cette activité se déroule surtout au niveau des 3 marchés publics de la commune, informe la mairesse Nissimon. D'habitude, marchand yo pas prendre le temps pour capable alcaï docteur. C'est là yo 7 jours sur 7. Nous même dans logique côté que nous connaissons que moun yo gain pour ta prendre soin de santé. C'est pas dans dernier moment pour le malade qui même y a l'hôpital. Nous même au niveau de mairie de Tabar, nous fait prévention, c'est dans logique ça que nous même nous porter santé by moun yo. Jeudi nous dans 2e jour pour des missions, c'est dans tout marché que nous fait ça et nous connaissons commune en soi les malades mais nous même nous commencer dans marché d'abord. Yo qui c'est pilier société en pilier éducation Timounio. 2e journée ça nous fait là avec Hot pour Hot organisation ça qui a commencé là avec nous et nous gagnons appui DSO c'est direction sanitaire de l'Ouest et nous gagnons un médecin qui gagne à l'hôpital qui est au niveau de Tabar qui peut concours à nous-mêmes c'est Bethesda avec par le biais de Dr Terlange qui a fait clinique mobile ça au niveau de marché. Hier tu gagné plus que 200 personnes qui te prennent soin de santé et aujourd'hui il y a plus de monde toujours et le mois de mai réservé à cette maman fait fleur et nous avons réservé pour ça pour femmes aujourd'hui pour nous être capables de faire soins de santé. Nous avons un médicament gratuit, si vous avez payer consultation. Demain, si Dieu veut, nous allons faire au niveau de marché. Le samedi, nous allons faire au niveau de Bigarat. Le 30, le 31, nous allons aller dans le marché Gérald Bataille. Parce que nous avons 3 marchés au niveau de Tabar. Marché de Tabar, qui est marché pour les missions et marché de Gérald Bataille. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000.
Fraîchement installé dans ses fonctions, le nouveau commissaire de police de Cabaret, Charmant Saint-Jean, a annoncé hier vendredi l'interpellation de 9 personnes, la confiscation de 2 véhicules et de 3 armes à feu dans le cadre de l'enquête sur l'attaque armée perpétrée au marché public de Cabaret la semaine dernière, nous dit Paul-Édouard Éloi. Charmant Saint-Jean, c'est un nouveau commissaire police qui installe semaine ça dans tête commissariat Cabaret. N'a rappelé installation sa fait un jour après attaque sanglante individu à gros armes de fait dans marché public zone non. Commissaire tourné flash Charmant Saint-Jean fait connaître qu'il y a un gros avancée qui fait dans 4 enquêtes cap mené dans dossier ça. Côté il y a 9 personnes qui déjà jouent en arrestation yo, 3 armes avec des machines saisies. Commissaire principal Charmant Saint-Jean a expliqué. À travers SCPJ, vous faites paquet de travail sur le site. Déjà, il y a un enquête. L'enquête, ça continue. Par exemple, l'enquête, ça, c'est qu'il y a un mouvement, etc. SCPJ, il saisit 3 ans. Il y a 9 personnes arrêtées. Il y a un paquet de documents, il y a un donc, il y a l'autre bagage qui fait toujours tellement il va avancer dans le dossier. Ça veut dire SCPJ au complet, il est entré là-dedans et a continué d'avancer. N'a fait remarquer, commissaire Charmant Saint-Jean remplacé dans poste commissaire Erol Christophe qui passait environ 6 mois à diriger commissariat Cabaret. Paul-Édouard Éloi Cabaret, Vision 2000.